Jennifer, lovely to see you again. Mrs. Stewart? C'était un de ces rares moments où le temps semble suspendu comme si chacun retenait son souffle. 3 minutes après, l'heure pile, l'annonce du palais retentit et je compris aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une affaire banale. Non pas à cause de sa longueur, mais parce qu'elle sonnait différemment. Plus froide en apparence, plus chaleureuse au fond. Pour la première fois, une déclaration officielle ne portait ni sur des titres, ni sur des devoirs, ni sur des protocoles, mais sur un enfant. Et c'est précisément ce qui me choqua. Quand une monarchie décide de rompre le silence pour son Benjamin, c'est que quelque chose cloche et que l'on ne peut plus le dissimuler. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le ton. Quiconque connaît le langage de la cour sait que les mots n'y sont jamais employés au hasard. Chaque phrase est pesée, chaque nuance vérifiée. Pourtant, ce message semblait bâclé. Il était empreint de tension. Comme si les mots avaient été prononcés à contre-cœur, non pour informer, mais pour prévenir une menace. Il s'agissait d'une affaire privée concernant le prince Louis, et cette formulation même a éveillé mes soupçons. Dans ce contexte, privé signifie rarement innocent. Cela signifie généralement que la vérité est trop fragile pour être divulguée ouvertement. J'ai constaté la rapidité des réactions, pas seulement chez les journalistes ou les royalistes, mais aussi chez les gens ordinaires. Des parents, des grands-parents, des familles entières ont interrompu leurs habitudes du soir car ce message avait trouvé un écho en eux. C'est rare. Cela signifie que la déclaration a touché une corde sensible universelle, la peur liée à la protection des enfants. La monarchie peut survivre à de nombreuses crises, mais dès que les enfants sont au centre des préoccupations, le rapport de force morale change. Le pouvoir s'efface alors devant l'humanité. Ce qui rendait ce moment si intriguant, à mes yeux, ce n'était pas seulement ce qui avait été dit, mais surtout ce qui manquait. Aucun détail, aucun contexte, aucune chronologie rassurante. Juste un appel à la compréhension et à la retenue. Dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé cela logique. Mais là, c'était différent. On n'avait pas l'impression de protéger la vie privée, mais plutôt de contenir la situation. Comme si l'on essayait d'éteindre un incendie émotionnel sans laisser couler un filet d'eau. Ce genre de retenue trahit souvent que la situation est plus grave qu'on ne veut bien l'admettre. J'ai inévitablement commencé à réfléchir au contexte plus large. Les derniers mois avaient déjà été très éprouvants, maladie et absence, incertitude quant à la stabilité de la famille royale. Cette nouvelle n'était pas une surprise. Elle est arrivée à un moment où la façade commençait déjà à se fissurer. Pour moi, c'était comme si ces fissures étaient devenues visibles aux yeux de tous. Non pas par un scandale, mais par l'inquiétude. Et l'inquiétude est plus difficile à nier que les rumeurs. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le choix de nommer Louis, le Benjamin, l'insouciant le joueur, celui qui jusqu'alors symbolisait avant tout la légèreté. Quand une telle figure se retrouve soudainement au cœur d'une prise de position aussi grave, tout le récit bascule. Cela révèle que la crise touche non seulement les adultes, mais aussi le cœur même de la famille. Et c'est une réalité qu'aucune institution, aussi ancienne ou puissante soit-elle, ne peut laisser indemne. Je me demandais comment cette décision avait été prise. Normalement, de telles déclarations sont préparées, coordonnées et testées. Ici, cette préparation semblait avoir fait défaut. Aucun avertissement préalable, aucune fuite contrôlée. Cela indique généralement une situation d'urgence, une situation qui a dégénéré avant qu'une stratégie puisse être mise en œuvre. Et c'est précisément ce manque de direction qui me l'a rendu crédible. Cela ne ressemblait pas à une manœuvre calculée, mais plutôt à un dernier recours. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, une autre chose m'a frappé, l'absence de démenti. Rien n'a été corrigé, rien minimisé, c'est inhabituel. D'ordinaire, des clarifications suivent rapidement un cadre qui limite les interprétations. Or là, le silence régnait. Et le silence dans ce contexte agit comme une loupe. Il suscite questions, inquiétudes et spéculations. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ces risques étaient sciemment acceptés car le silence était pire que la parole. Pour moi, cela a marqué le début d'une histoire différente de celles auxquelles nous sommes habitués. Non pas une histoire de tradition contre modernité, mais de vulnérabilité contre contrôle. Une histoire de la limite qu'une institution peut franchir pour préserver son image avant de perdre de vue la réalité humaine. Un enfant est soudainement devenu le point central de cette tension. Et c'est une situation inconfortable pour tous, mais surtout pour ceux qui sont censés protéger. J'étais obsédé par une seule question: que s'était-il passé en interne pour justifier une telle décision? Quelle conversation, quelle crainte, quelle nuit blanche l'avait précédé? L'idée que ce message était le fruit de choix douloureux rendait la chose d'autant plus difficile. Cela ressemblait moins à une communication qu'à une capitulation, comme s'il reconnaissait que la situation ne pouvait plus être dissimulée. Pour moi, cette ouverture n'était pas un incident isolé, mais un signal. Le signal que les limites du contrôle avaient été atteintes, qu'un changement fondamental était en train de se produire entre ces murs qui semblaient toujours impénétrables. Et dès cet instant, j'ai su, pour comprendre ce qui se passait réellement, je devais regarder au-delà des mots.
au silence qui les entoure, aux personnes qui les interprètent et surtout aux conséquences pour ceux qui sont le moins préparés au fardeau qui leur est imposé. Plus j'observais ce qui n'était pas dit, plus il me paraissait évident que la peur régnait en maître derrière les murs du palais. Non pas la peur visible de la panique ou du chaos, mais la peur contenue de ceux qui, habitués à tout maîtriser, sentaient désormais ce contrôle leur échapper. Le message était formulé avec précaution, mais ces non-dits en disaient long. Des mots comme « privé » et « compréhension » ne servaient pas d'explication, mais de bouclier. Ils imploraient la patience tout en indiquant que celle-ci ne suffisait pas. J'ai commencé à discerner des schémas récurrents lorsque les institutions sont confrontées à des réalités émotionnelles pour lesquelles aucun protocole n'existe. D'abord le silence, puis vient le flou, enfin un appel moral est lancé au public pour qu'il n'insiste pas. Il ne s'agit pas d'une stratégie cynique, mais d'un réflexe. Lorsque les systèmes reposent sur l'ordre et la prévisibilité, la perturbation émotionnelle représente le risque le plus difficile à gérer. Et c'est précisément ce qui semblait se produire ici. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle le manque de détails est devenu un sujet de conversation. Non pas par recherche de sensationnalisme, mais par inquiétude. Les parents ont perçu quelque chose dans le ton, cette tension contenue qu'on adopte pour adoucir une mauvaise nouvelle. Ce silence était alors plus pesant que n'importe quel détail concret. En quelque sorte, le public était contraint de combler lui-même les lacunes et c'est toujours plus dangereux que la transparence. Je me suis demandé pourquoi le palais prenait un tel risque. Pourquoi aucun contexte rassurant, aucune limite claire. La seule réponse qui me paraissait logique était qu'il n'avait tout simplement pas ce contexte. Ou pire que toute explication possible soulèverait de nouvelles questions auxquelles il ne pouvait ou ne voulait pas répondre. C'est ainsi que fonctionne la peur. Elle rétrécit la perspective et impose des choix défensifs, même s'ils se retournent contre eux à long terme. Le timing a joué un rôle crucial. La monarchie traversait déjà une période de fragilité, problèmes de santé, absence, incertitude quant à la continuité du pouvoir. Cette nouvelle n'a pas constitué un choc isolé, mais un facteur exacerbant les tensions déjà présentes. J'avais l'impression que les murs commençaient déjà à s'effondrer et que cette nouvelle avait porté le coup de grâce. Dans de telles circonstances, la communication devient non pas un moyen de créer du lien, mais une tentative de limiter les dégâts. J'ai aussi remarqué comment l'attention portée à Louis a tout changé. Un enfant symbolise l'avenir, l'innocence et l'espoir. Lorsque ce symbole même est teinté d'inquiétude et d'incertitude, il touche une corde sensible. Il rend les gens protecteurs, mais aussi méfiants. Car si même les enfants ne peuvent plus être tenus à l'écart de la crise, qu'est-ce que cela révèle de sa gravité? Cette question planait sans réponse mais palpable. Dans ce contexte, j'ai commencé à comprendre que ce silence ne visait peut-être pas seulement à dissimuler des informations, mais aussi à gagner du temps. Du temps pour prendre des décisions, envisager différents scénarios et gérer les tensions internes. La peur nous contraint à ralentir, non par lâcheté, mais par incertitude. Nous savons que chaque pas pourrait se retourner contre nous, alors nous choisissons de rester immobiles. Mais l'immobilisme est rarement neutre. Il laisse le temps aux émotions de s'accumuler. Ce qui rend cette phase si problématique, c'est que la peur est contagieuse, non seulement au sein du palais, mais aussi à l'extérieur. Quand on sent que quelque chose cloche, on hérite de cette tension. La confiance qui d'ordinaire comble les lacunes de la communication officielle était déjà érodée. De ce fait, chaque nouveau silence confirmait qu'il se tramait quelque chose de plus grave. Le système semblait pris au piège d'un cercle vicieux, le silence engendré par la peur et la peur alimentée par le silence. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux conséquences humaines de cette stratégie. Derrière chaque décision prise en silence se cachent des personnes qui en subissent les conséquences. Dans ce cas précis, une famille déjà soumise à une pression immense. Choisir le silence peut protéger l'institution à court terme, mais cela alourdit le fardeau émotionnel de ceux qui se retrouvent pris entre deux feux. Cette tension est insoutenable. Finalement, elle provoque une rupture car on ne peut pas contrôler les émotions indéfiniment. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le sentiment que cette peur n'était plus individuelle mais collective. Le palais d'ordinaire, 6 mètres de la distance et de la retenue, semblait percevoir sa propre vulnérabilité. Et la vulnérabilité est précisément ce qu'il a toujours cherché à éviter. Non par inhumanité, mais par conviction que la stabilité prime sur l'ouverture. Ce moment a révélé combien cette conviction peut s'avérer fragile face à la réalité. La question qui me taraudait était inévitable. Que se passe-t-il lorsqu'une institution privilégie la peur à l'honnêteté? Peut-être gagne-t-elle du temps, peut-être maintient-elle une paix éphémère, mais le prix à payer se fait toujours ailleurs. En l'occurrence, ce prix semblait peser sur les plus jeunes, sur ceux qui sont les plus vulnérables aux tensions que les adultes tentent de maîtriser. Cette phase de peur et de silence me semblait être le prélude à quelque chose de plus grand. Un moment où il fallait choisir entre continuer à se cacher ou commencer à nommer l'horreur, car on ne peut pas enfouir la peur indéfiniment sans causer de dégâts.
Et plus on l'ignore, plus l'éruption finale sera violente. Cette prise de conscience plana comme une ombre menaçante sur tout ce qui suivit. À mesure que cette peur s'intensifiait, mon attention s'est portée sur les personnes les plus proches du pouvoir, William et Catherine. Leurs rôles ont visiblement évolué. Ils n'étaient plus seulement des représentants de la stabilité, mais des parents contraints de naviguer entre devoir et protection. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu de marge de manœuvre dont ils disposaient. Chaque décision qu'ils prenaient avait des répercussions non seulement sur leur famille, mais aussi sur l'image même de la monarchie. Une telle pression pervertit même les réactions parentales les plus instinctives. J'ai commencé à comprendre combien l'éducation des enfants dans un contexte royal est fondamentalement différente. Normalement, le réflexe face à un enfant est clair, on se retire, on le protège, on place son bien-être au-dessus de tout. Ici, ce réflexe était immédiatement filtré par des questions de visibilité de précédents et d'interprétation publique. Que signifie la disparition soudaine d'un prince? Quelles conclusions le public en tire-t-il? Et comment éviter que les soins prodigués à l'enfant ne soient perçus comme une faiblesse? Cette tension rendait chaque choix difficile. Ce dut être une période particulièrement éprouvante pour William. D'un côté, le rôle qu'on lui avait inculqué dès son plus jeune âge, le devoir, la continuité, le calme. De l'autre, l'instinct paternel face à la souffrance de son enfant. Ces deux forces sont difficiles à concilier. J'ai remarqué un changement dans son attitude, moins d'assurance, plus de retenue. C'était comme s'il pesait sans cesse le pour et le contre, se demandant quelle facette de lui-même il était autorisé à incarner à chaque instant. La situation de Catherine était au moins aussi complexe. Son rétablissement, sa visibilité, sa propre vulnérabilité faisaient d'elle à la fois un point de mire et un rempart. Elle portait non seulement son propre fardeau, mais aussi celui de sa famille. Ce qui m'a frappé, c'est la fréquence à laquelle on attendait d'elle qu'elle rayonne de calme, alors qu'elle-même le ressentait à peine. C'est une charge émotionnelle écrasante, surtout lorsqu'il s'agit de s'occuper d'un enfant. J'ai commencé à comprendre à quel point cette situation devait être isolante. Le rôle parental s'appuie souvent sur des réseaux famille-amis, soutien informel. Dans ce cas précis, ces réseaux étaient limités, filtrés et réglementés. La confidentialité est devenue une nécessité, mais aussi un obstacle. À qui se confier véritablement quand chaque mot peut avoir des conséquences politiques? Cette question à elle seule illustre la solitude que peut engendrer cette situation. Ce qui rendait cette phase particulièrement poignante, c'était que le temps devenait un ennemi. Les enfants ne comprennent pas la peur à travers des explications différées ou des promesses de réassurance. Ils réagissent sur le moment. Pendant que les adultes délibéraient, pesaient le pour et le contre, la vie de Louis continuait comme d'habitude avec toutes ses subtilités. Cette prise de conscience conférait à la situation une urgence difficilement conciliable avec la lenteur des institutions. J'ai aussi constaté que la pression de rester normal constituait un fardeau supplémentaire. Le respect des routines de l'école des événements publics était présenté comme rassurant. Mais la stabilité peut aussi être étouffante lorsqu'elle empêche de reconnaître ses peurs. L'idée que tout devait continuer ainsi pouvait pour un enfant confirmer qu'il y avait un problème dont il ne fallait pas parler. Pour moi, cela a cruellement illustré comment le devoir et la sollicitude peuvent s'entredéchirer. Lorsque la protection de son image prime sur celle d'un enfant, une tension morale surgit qu'il est impossible d'ignorer. William et Catherine semblaient pris au piège de cette tension, cherchant une issue qui ne les briserait pas complètement. Mais de telles solutions parfaites sont rares. J'ai commencé à me demander comment cette expérience modifierait leur perception de l'institution. C'est une chose de croire en un système quand tout fonctionne bien. C'en est une autre de le percevoir comme un obstacle quand on en a le plus besoin. Devenir parent a tendance à clarifier les priorités. Ce qui était abstrait devient soudainement concret. Pour moi, ce passage marque le moment où il est devenu évident que cette histoire ne se résumait plus à une simple question de communication ou de peur, mais à une question de valeur fondamentale. À ce qui se produit lorsque les besoins humains se heurtent à la logique institutionnelle. William et Catherine étaient donc confrontés à des choix qui n'offraient aucune issue favorable, seulement des issues moins dommageables. Et c'est précisément ce qui rend leur situation à la fois si humaine et si tragique. La question que je souhaite laisser en suspens est simple mais dérangeante. Jusqu'où un système peut-il exiger des parents avant de devenir moralement intenable? On ne peut y répondre par des protocoles. C'est une question qui touche au cœur même de la responsabilité. Et la réponse, j'en étais convaincu, déterminerait le cours que prendrait finalement cette histoire. Plus je réfléchissais à ce qui s'était passé, plus il me paraissait évident que le plus grand mal ne se manifestait pas dans les explications ou les absences, mais dans ce que les enfants portaient en eux sans rien dire. Le fardeau invisible qui pesait sur les enfants est devenu le cœur de ce récit. Non pas parce qu'ils étaient au centre de la communication, mais précisément parce qu'ils ne l'étaient pas. Le silence peut être une stratégie pour les adultes, mais pour les enfants, il se transforme vite en explication. Quand personne ne nomme rien, ils commencent à donner un sens à ce qu'ils ressentent, et ces sens sont rarement bienveillants. J'ai commencé à comprendre que le mal-être de Louis
était inextricablement liée à l'atmosphère dans laquelle ils vivaient. Une maison peut paraître calme tout en étant chargée de tension. Les enfants le ressentent instinctivement. Ils lisent les visages, le langage corporel, le rythme de la journée. Ils remarquent quand les adultes pèsent leurs mots, quand les plans changent constamment, quand les réponses deviennent évasives. Pour moi, il était inévitable que cette tension invisible se manifeste dans le comportement d'un enfant sensible. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le rôle que Charlotte s'est vue attribuer malgré elle. Dans les familles sous pression, on observe souvent qu'un enfant intériorise ses problèmes tandis que l'autre compense. Spontanément, les enfants prennent en charge des tâches qui devraient incomber aux adultes. Il ne s'agit pas d'héroïsme, mais de survie. J'ai perçu ici un schéma récurrent bien au-delà de cette seule famille. Lorsque la peur n'est pas exprimée, les enfants la projettent sur eux-mêmes. Ils tentent de rester calmes, d'apaiser leurs souffrances parfois en refoulant leurs propres émotions. J'ai alors douloureusement compris le poids que cela pouvait peser. Un enfant qui se construit une force intérieure en paie le prix. Il apprend que les sentiments sont quelque chose à maîtriser plutôt qu'à partager. Cette leçon est tenace et peut avoir des répercussions pendant des années. Dans ce cas précis, Charlotte semblait porter non seulement ses propres insécurités, mais aussi celles de son jeune frère. C'est un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter, quel que soit dans son statut ou ses privilèges. Je me suis demandé comment cela avait pu passer inaperçu si longtemps. La réponse n'était probablement pas l'indifférence, mais le manque de concentration. Lorsque les adultes sont soumis à une pression extrême, leur perspective se rétrécit. Ils voient ce qui est urgent pour le système et ne voient pas ce qui s'aggrave lentement dans leur vie privée. C'est un mécanisme bien connu, on pense que les enfants sont résilients, qu'ils s'adapteront. Et souvent c'est le cas. Mais l'adaptation n'est pas synonyme de traitement de l'information. La décision de suspendre temporairement la routine quotidienne de Louis a pris un tout autre sens pour moi dans ce contexte. Il ne s'agissait pas d'une réaction excessive, mais de reconnaître que parfois persévérer peut être plus néfaste que d'arrêter. Pourtant, cette décision était aussi lourde à porter. Elle confirmait que la situation ne rentrait plus dans le cadre habituel, que ce qui était conçu comme une protection était devenu une source de stress. Pour un enfant, une telle rupture peut être déstabilisante, mais parfois la confusion est le premier pas vers la sécurité. Ce que je constate ici en particulier, c'est la rapidité avec laquelle les enfants s'approprient les responsabilités des adultes lorsque ces derniers se mettent en retrait. En gardant le silence pour les protéger, les enfants ont été involontairement exposés à une plus grande incertitude. Ce paradoxe est fréquent dans de nombreuses familles, mais ici, il a été exacerbé par le poids des attentes sociales. Leur espace émotionnel s'en est trouvé réduit, la pression a crû. J'ai aussi commencé à réfléchir au long terme. Comment ces expériences sont-elles stockées dans la mémoire d'un enfant? Non pas comme des faits, mais comme des sentiments, comme un courant sous-jacent d'insécurité, d'incertitude. De tels souvenirs façonnent la manière dont une personne gérera plus tard le stress, le deuil et les responsabilités. Cette prise de conscience a donné à cette histoire une urgence supplémentaire à mes yeux. Il ne s'agissait pas seulement du présent, mais de ce que ces enfants deviendront. Le lourd tribut caché ne résidait donc pas dans un instant précis, ni dans une décision isolée, mais dans une cascade de petits choix pourtant bien intentionnés qui, mis bout à bout, sont devenus insupportables. J'y ai vu une leçon qui dépasse le cadre de cette famille. Une protection sans nom n'est pas une protection. Un silence hors contexte n'apporte pas la paix. Et les enfants si jeunes, soit-ils, donnent toujours un sens à ce qu'ils vivent. Ce qui rend cette phase si poignante à mes yeux, c'est qu'elle illustre la contagion de la vulnérabilité. Lorsque les adultes refoulent leurs émotions, celles-ci se répercutent sur ceux qui sont les moins aptes à les gérer. Dès lors, il est devenu évident pourquoi la situation avait atteint un point de non-retour. Non pas à cause d'un incident, mais parce que l'équilibre émotionnel avait basculé. La question que je me pose est une question que beaucoup de parents se poseront: comment protéger un enfant sans lui transmettre sa propre peur? Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais une chose est claire, la reconnaissance est essentielle. Sans elle, la peur devient une ombre omniprésente. Et c'est précisément cette ombre qui semblait s'être installée dans la vie de Louis et Charlotte. Cette section s'achève pour moi sur la prise de conscience que toute étape suivante ne pourrait avoir de sens qu'en changeant de perspective. En abandonnant l'image, en abandonnant le contrôle pour se tourner vers une attention qui laisse aussi place à la vérité. Car c'est seulement lorsque cet espace est créé que la guérison peut commencer. Et sans guérison, j'avais le sentiment qu'aucun récit ne tiendrait la route. À ce stade, il m'est apparu clairement que la crise ne concernait plus seulement la protection de l'enfance, mais aussi le pouvoir. La lutte interne qui se déroulait n'avait rien à voir avec le bien-être de l'enfant, mais avec la question de savoir qui avait le droit de dicter le récit. Protection et contrôle se sont inextricablement liés, et c'est précisément là que le danger a commencé. Car lorsque la protection se mue en contrôle du récit, l'objectif se modifie insidieusement. Le bien-être devient alors secondaire par rapport à la paix, et la paix prime sur la vérité.
J'ai constaté que tout a basculé au fur et à mesure que les documents et les signaux internes ont filtré. Non pas que leur ton fût choquant, mais parce qu'il semblait si clinique. Le langage était distant technique, axé sur la visibilité et la limitation. Il ne s'agissait plus de guérison, mais de gérer la perception. Pour moi, c'est à ce moment précis que le contact humain a menacé de disparaître. Un enfant n'était plus perçu comme une personne ayant besoin de soutien, mais comme une variable au sein d'un plan de communication. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est la logique apparente de tout cela au sein du système. Les institutions sont conçues pour minimiser les risques. Elles raisonnent en termes de scénario d'impact et de réduction des préjudices. De ce point de vue, il est compréhensible qu'elles prennent en compte la visibilité, le moment opportun et le cadrage. Mais c'est précisément là que réside le piège. Lorsque cette logique est appliquée à un enfant, la prise en charge se réduit à un instrument. Et une prise en charge instrumentale n'est plus une véritable prise en charge. J'ai commencé à comprendre comment ce réflexe instinctif se heurtait à tout ce que la situation exigeait réellement. Louis n'avait pas besoin de stratégie mais de sécurité. Non pas d'un agenda caché mais de prévisibilité et d'honnêteté. Pourtant le système a semblé réagir comme toujours en renforçant le contrôle. Moins de transparence, plus de directives, des règles plus strictes. Cela peut fonctionner pour la réputation, mais rarement pour les émotions. Les émotions, elles ne se planifient pas. La tension entre William et les conseillers internes est devenue palpable à ce stade, non pas par des confrontations ouvertes, mais par des atermoiements, des remises en question et une résistance silencieuse. J'ai eu l'impression qu'il commençait à comprendre que protéger son fils était incompatible avec les réponses habituelles du tribunal. Cette prise de conscience est douloureuse car elle signifie que la loyauté envers le système et la loyauté envers son enfant peuvent diverger. Et lorsque cela arrive, chaque choix devient une question existentielle. Le rôle de Catherine changea à nouveau. Là où elle avait auparavant surtout soutenu et réprimé, elle commença désormais à poser des limites. Non pas bruyamment ni ostensiblement, mais avec constance. Elle semblait moins encline à accepter des propositions promettant une paix illusoire. J'y voyais une prise de position morale, non par défi mais par lucidité. Lorsque le contrôle prime sur la bienveillance, il faut bien que quelqu'un fixe les limites. Et dans cette histoire, c'est elle qui l'a fait. Je me suis demandé combien de fois ces notes et plans internes passent inaperçus précisément parce qu'ils paraissent techniques et neutres. Le langage est clair, les intentions défendables. Mais l'impact n'est pas toujours le même. Ce qui s'est passé ici a montré à quelle vitesse un système peut déraper lorsqu'il cesse de remettre en question sa propre logique. Le danger ne réside pas dans la malveillance, mais dans la routine. Dans le fait de continuer à utiliser des outils qui fonctionnaient autrefois, mais qui désormais font du mal. La réaction du public a exacerbé ces tensions. Les gens sentaient intuitivement que quelque chose clochait, non pas parce qu'ils connaissaient tous les détails, mais parce que le ton était déplacé. Quand la bienveillance est présentée sans empathie, la méfiance s'installe. Et la méfiance est fatale à la légitimité. Les tentatives de contrôler le discours ont semblé avoir l'effet inverse, elles ont soulevé des questions qu'on ne pouvait plus ignorer. Il m'est apparu clairement que cette phase était décisive. C'était le moment où la monarchie devait choisir entre deux voies. L'une impliquait un repli sur soi, un contrôle accru, et une moindre transparence. L'autre exigeait ouverture, vulnérabilité et un certain lâcher-prise. Les deux voies comportent des risques, mais une seule offre une possibilité de redressement. La question était de savoir si le système osait emprunter ce chemin. J'ai constaté que mon propre jugement s'est aiguisé à ce moment-là. Je comprenais la crainte d'une atteinte à la réputation, mais j'ai aussi vu comment cette crainte avait déplacé le cœur du problème. Il ne s'agissait plus de Louis, mais de ce que sa situation impliquait pour l'institution. Et dès lors, un enfant se retrouve pris au piège d'intérêt qu'il ne peut assumer. C'est une limite qu'il ne faut pas franchir, à mon avis, sur le plan moral. Ce conflit intérieur entre protection et contrôle semblait être au cœur de la crise. Invisible sur les balcons ou dans les discours, il se jouait dans les salles de réunion et les documents. C'est là que se décidait l'avenir. Non seulement celui d'un enfant, mais aussi la crédibilité d'un système qui prétend protéger. Or, une protection sans humanité est vaine. Et le vide ne peut être dissimulé indéfiniment. La question que je laisse en suspens est inévitable lorsqu'une institution doit choisir entre la paix et la justice que révèle ce choix sur ses valeurs. La réponse à cette question déterminera si cette histoire se terminera par une aliénation accrue ou par un réajustement qui permettra l'émergence d'une chose rare au sein du pouvoir, une véritable bienveillance. Au moment où le conflit interne entre protection et contrôle est devenu intenable, j'ai senti un changement s'opérer. Pas brutalement, pas de façon spectaculaire, mais indéniablement. La monarchie était confrontée à un choix qui n'était plus technique ou stratégique mais moral, et les choix moraux ne peuvent être indéfiniment reportés. Pour Catherine et William, cela signifiait que la protection ne pouvait plus être déléguée à des protocoles. Elle devait devenir personnelle, visible et authentique, même si cela comportait des risques. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont l'attention s'est progressivement déplacée du contrôle vers l'humanité.
Non pas parce que le système s'est soudainement éclairé, mais parce que la réalité ne s'y prêtait plus. On ne gère pas un enfant comme une réputation. La peur ne disparaît pas en le protégeant, mais en le reconnaissant. Cette prise de conscience a fini par s'imposer. Et précisément parce qu'elle est arrivée si tard, elle a constitué un tournant décisif qui allait façonner l'avenir. J'ai perçu le changement de ton. Là où chaque mot servait auparavant à définir des limites, un espace s'ouvrait désormais au sens. Il ne s'agissait plus seulement de ce qu'il était permis de dire, mais de ce qu'il était nécessaire de reconnaître. C'est un changement dangereux pour une institution qui a enseigné pendant des décennies que le silence engendre la stabilité. Or, une stabilité fondée sur le déni finit toujours par s'effondrer. La question n'était plus de savoir si cela se produirait, mais quand. Pour moi, c'est à ce moment précis que le rôle de Catherine a été définitivement redéfini. Non plus comme un symbole de perfection, mais comme porteuse de vérité. Elle n'avait pas besoin de faire de déclarations ni d'afficher ses émotions. Ses choix parlaient d'eux-mêmes. En privilégiant le rétablissement au rythme, la sécurité à la visibilité, elle a clairement indiqué que certaines valeurs sont non négociables. Ce n'est pas de la rébellion, mais un leadership d'un autre ordre. J'ai aussi commencé à comprendre que ce choix dépassait le cadre familial. Ce qui s'est passé ici a été vu, ressenti et compris par d'innombrables parents et enfants bien au-delà des murs du palais. La situation de Louis est devenue un miroir. Non pas du privilège, mais de la vulnérabilité. Et dans ce miroir, chacun a vu se refléter ses propres difficultés. C'est le paradoxe du pouvoir précisément, lorsqu'il se démasque, il devient reconnaissable. Les conséquences pour la monarchie sont considérables. Non pas qu'une crise isolée puisse tout bouleverser, mais parce que ce moment crée un précédent. Il met en lumière les limites du contrôle. Il démontre que les besoins humains ne se traduisent pas toujours en stratégie. Et que l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, est parfois la seule voie à suivre. Pour une institution dont la légitimité repose sur la confiance, il ne s'agit pas d'un signe de faiblesse, mais d'un ajustement nécessaire. Je n'ose prédire jusqu'où ira ce changement de cap. Après un choc, les systèmes ont tendance à retomber dans leur vieux schéma. Mais quelque chose a changé de manière irréversible. L'idée que les enfants puissent être totalement protégés des pressions du système s'est effondrée. Parallèlement, l'idée que le silence protège toujours s'est elle aussi effondrée. Cette prise de conscience laisse des traces. Ce qui me donne espoir, c'est que cette crise n'ait pas engendré un durcissement supplémentaire, mais une ouverture timide. Ni grandiose, ni parfaite, mais authentique. C'est peut-être là le plus grand bienfait que l'on puisse tirer de cette situation, une monarchie qui comprend que l'humanité n'est pas une menace, mais une condition essentielle à sa pérennité. Et une société qui reconnaît que même derrière les portes les plus closes, les mêmes craintes existent qu'ailleurs. Cependant, des questions subsistent. Cette ouverture se maintiendra-t-elle lorsque la pression s'intensifiera à nouveau? Les crises futures seront-elles abordées avec empathie ou retomberons-nous dans la retenue? Et qu'est-ce que cela signifie pour les enfants qui grandissent aujourd'hui au sein de ce système? Ces questions n'appellent pas de réponse facile. Mais il est essentiel de les poser car elles touchent au cœur même de la responsabilité. Pour moi, cette histoire ne s'achève pas sur le soulagement mais sur la vigilance. Choisir l'humanité n'est pas une fin en soi mais un commencement. Cela exige de l'entretien du courage et de la constance. Et cela requiert un public qui ne se contente pas de consommer mais qui réfléchit avec nous. Car en fin de compte, la confiance n'est pas à sens unique, elle se construit dans l'espace entre la parole et l'écoute. Si ce moment a révélé une chose, c'est que même les institutions les plus solides deviennent vulnérables lorsqu'elles oublient pour qui elles existent. Les enfants nous le rappellent non par des mots, mais par leur comportement, par le silence, par le repli sur soi, par le besoin d'être vus. Ceux qui n'écoutent pas ce besoin perdent plus que le contrôle, ils perdent le sens de leur existence. J'envisage donc l'avenir avec un optimisme prudent. Non pas parce que tout ira bien désormais, mais parce qu'une porte longtemps restée close s'est ouverte. Ce qui en sortira déterminera si cette histoire restera dans les mémoires comme une occasion manquée ou comme le début d'une ère plus humaine. Le choix n'appartient pas seulement au palais, mais aussi à nous, le public, qui déterminons les valeurs que nous valorisons. Merci de votre fidélité. Si ce récit vous a touché, je vous invite à partager vos réflexions et à poser vos questions. Restez engagés, gardez votre esprit critique et continuez d'exiger de l'humanité de la part des institutions qui nous représentent.